Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live Twitch de l'UGICT CGT, donc la CGT des ingénieurs, cadres et techniciens, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, on va parler de retraite, on va parler des concertations retraites qui ont lieu actuellement. L'idée, c'est que nous, on refuse la logique du conclave, hein, c'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est qu'on considère que tout le monde doit pouvoir avoir accès au débat qui ont lieu dans ces concertations retraites. L'intérêt du Twitch, c'est que vous allez pouvoir nous poser des questions dans le chat. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il suffit de créer un compte sur Twitch pour pouvoir nous poser vos questions pendant ce chat. J'en parlais, les concertations retraites, elles ont été lancées hier par le gouvernement. Ce qu'ils annoncent comme objectif, c'est que dans un délai de 3 mois, organisations syndicales et patronales se mettent d'accord sur une réforme, un compromis sur le système de retraite. Le gouvernement a annoncé qu'il n'y avait pas de tabou, y compris sur la question des recettes. Alors évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, côté patronat non plus, il n'y a pas de tabou et on va en parler dans cette émission. Il y a un certain nombre d'attaques que vous avez sans doute vues dans les médias sur la capitalisation, sur l'augmentation des annuités de cotisation ou encore sur des idées un peu farfelues comme la suppression de jours fériés pour supprimer le système de retraite. Donc tout ça, on va en parler. On va en parler évidemment, on va parler de stratégie, de pourquoi la CGT, elle est dans ces concertations, quelle est la stratégie syndicale que nous adoptons. Et pour ça, on a Sylvie Durand avec nous, que je vais présenter brièvement. Donc Sylvie Durand, elle est cadre dans l'industrie pharmaceutique, membre de la direction de l'UGICT. Tu es aussi membre du conseil d'orientation des retraites. On va revenir un peu sur ça dans l'émission également. Et tu fais partie des 4 négociatrices de la CGT dans ces concertations. Vous allez pouvoir bien sûr poser des questions, mais pour lancer un peu le débat, je voulais voir avec toi qu'est-ce que c'est que ces concertations. Alors, est-ce qu'on est sur ce qu'on appelle un ANI, un accord national interprofessionnel, comme il y a pu en avoir par le passé, c'est-à-dire on est vraiment dans une négociation où à la fin c'est un accord entre les organisations syndicales ou patronales, ou est-ce que c'est plutôt une concertation? Et donc là, c'est l'idée que le gouvernement nous fait débattre entre nous et à la fin récupère ce qu'il a envie de récupérer ou pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un vote à la fin, etc. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots c'est quoi vos travaux, en quoi ça consiste, tout ce que vous faites? Alors, clairement, on n'est pas dans le cadre de l'élaboration d'un accord national interprofessionnel, on est bien dans le cadre de concertation avec tous les moyens mis à disposition par les administrations françaises et les régimes de retraite. On va élaborer des propositions et pour nous, il s'agit d'abord d'abolir les 64 ans. L'abrogation des 64 ans et de la réforme de 2023, c'est notre objectif. Donc le retour aux 62 ans comme premier pas vers le retour aux 60 ans, étant entendu que les évolutions technologiques et notamment le déploiement de l'intelligence artificielle plaident véritablement tant pour un raccourcissement de la durée d'activité sur la vie que sur la semaine. Et alors, comment ça se passe concrètement, les concertations? Vous êtes tous mis dans une salle, vous avez des petits post-it, vous balancez des idées, ou est-ce que chacun fait son intervention liminaire et hop, on a nos positions, on rentre chez nous? Comment ça se passe concrètement, ces concertations? Concrètement, on a des délégations qui sont composées chacune de 4 personnes. Pour la CGT, on a 2 pilotes, Denis Gravouille et Sandrine Mouret. Moi-même et Régis Mediasalma qui intervenons également. Le premier temps de la concertation, c'est tout d'abord une demande de travaux, d'études, qui vont permettre de chiffrer les perspectives des régimes de retraite, tant du point de vue du niveau des pensions, et ça c'est quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour de ces échanges, puisqu'on a reçu un calendrier avec les thématiques qui seront développées semaine après semaine. Donc hier, on a demandé l'inscription
à l'ordre du jour de ce qui est quand même le nerf de la guerre s'agissant d'un régime de retraite, le niveau de la première pension par rapport au dernier salaire et ensuite l'évolution dans le temps du pouvoir d'achat des pensions. Et l'autre aspect essentiel, c'est le financement. Et là encore, nous avons d'ores et déjà remis quelques 24 demandes d'études qui touchent à nos propositions de financement, car on voit bien qu'on a une batterie de leviers de financement possibles qu'il s'agit de mobiliser pour établir le droit à retraite à 62 ans avec un bon niveau de pension. Alors, c'est notre premier Twitch, donc je vois dans les commentaires qu'il y a des petits problèmes de son. Hop, va bien falloir parler dans le micro. Donc, concrètement, donc là, tu as parlé de l'agenda. Moi, je voudrais juste revenir sur un truc, c'est il y a qui dans cette salle? C'est-à-dire que j'ai vu plein de choses contradictoires dans la presse, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer. Au début, j'ai vu que le gouvernement souhaitait convier la FNSEA, donc le syndicat agricole. Alors, je ne sais pas pourquoi pas les autres syndicats agricoles, par ailleurs, on peut se poser la question. Ils souhaitaient convier l'UNSA. Nous, on a demandé de notre côté à ce qu'il y ait notamment la FSU, qui est le syndicat majoritaire dans la fonction publique. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi le périmètre de ces discussions? Alors, c'est vrai qu'il y a un enjeu politique autour de la constitution du tour de table. Et pour des raisons que l'on peine à comprendre, le Premier ministre souhaitait un tour de table élargi et à la fois restrictif, puisqu'il élargissait à certaines organisations syndicales de salariés, mais pas à d'autres. Donc, élargissement à l'UNSA, pourquoi pas, mais pas à la FSU, pas à Solidaire. Donc là, on ne pouvait pas approuver ce type d'organisation des débats. Et côté patronal, il élargissait à la FNSEA, mais par contre, tout le secteur de l'emploi à domicile, de l'emploi de service, n'était pas représenté, alors que ce secteur est un pilier de l'emploi en France. Donc, il y avait des enjeux sur la constitution du tour de table. L'arbitrage final qui a été fait par le Premier ministre, c'est on ne garde que les organisations syndicales représentatives au plan national, donc FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, CFDT, et côté employeur, le MEDEF, la CPME et l'UDP des artisans. Ça veut dire que au moment de l'installation de cette conférence, il y a deux organisations qui ont été en quelque sorte évincées. C'est l'UNSA et la FNSEA. Bon, ça a été le choix du gouvernement de revenir au périmètre des négociations, alors même qu'il ne s'agit pas d'une négociation, mais d'une concertation. Et comment ça se passe justement tu disais, c'est pas une négociation, c'est une concertation. Qui anime les débats Comment s'organisent concrètement les débats? Alors concrètement, l'ancien directeur des régimes de retraite Agirc et Arco, à une époque où ils n'étaient pas fusionnés, Jean-Jacques Marette anime les débats. Ça, c'est plutôt un point positif parce que dans le cadre des négociations, les débats sont invariablement animés par le MEDEF dans les locaux du MEDEF, ce qui, bien évidemment, constitue un désavantage pour les représentants des salariés. Ça se passe dans des locaux attachés au Premier ministre, rue de Ségur, et sur le tour de table, en plus des organisations syndicales représentatives au plan national, on a des représentants des grandes administrations et de l'État. Autre point de débat avant le début des concertations, c'était la question de sur quelle analyse et sur quels chiffres on se base pour négocier. Parce qu'il y a M. Bayrou, le Premier ministre, qui annonçait dans les médias un déficit de, je crois, 50 milliards d'euros de la retraite. Il expliquait même que l'essentiel du déficit de la France, en fait, c'était notre régime de retraite, en se basant sur des chiffres un peu
mis bout à bout, si j'ai bien compris, ils prenaient même le coût de la retraite des fonctionnaires pour calculer le déficit qu'il annonçait. Tout ça pour dire que toute cette concertation, elle se base non pas sur l'organe qui est chargé normalement de suivre les retraites, c'est-à-dire le Conseil d'orientation des retraites dont tu es membre, mais sur un rapport de la Cour des comptes qui a été ficelé un peu à la va-vite, si j'ai bien compris, en l'espace de 3 semaines. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'était quoi l'enjeu autour de ce chiffrage ? Bon, il y a eu beaucoup d'émoi autour donc d'un supposé déficit caché de 50 milliards. C'est la thèse qui a été développée par un haut fonctionnaire à la retraite qui se trouve dans le giron de François Bayrou, qui a donc fait aveuglément sienne cette thèse. Bien évidemment, le Conseil d'orientation des retraites a immédiatement contesté ce chiffre qui procède d'une haute fantaisie. Et pour s'en sortir, il fallait bien que le gouvernement fasse donc établir un chiffrage dit irréprochable, chiffrage qui a été fait en 3 semaines dans le cadre d'une mission dite flash par la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes n'est bien évidemment pas partie de zéro. Elle est essentiellement partie des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de sollicitation de l'ensemble des régimes, des secteurs publics et privés. Donc le chiffrage que la Cour des comptes a produit est totalement cohérent avec le chiffrage que le Conseil d'orientation des retraites avait déjà établi. Alors, si j'ai bien compris sur ce chiffrage, donc on nous annonce quand même un déficit, peut-être tu peux nous le chiffrer, qui selon eux sont dans un discours très catastrophiste sur le niveau du déficit. Je pense que ce n'est pas tout à fait l'analyse qu'en tire la CGT. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il en est ? Alors, on a eu les chiffres sur le besoin de financement pour un retour à 62 ans de l'âge d'ouverture du droit à retraite à l'horizon 2030. Donc, ça tourne autour de 7 milliards d'euros. À l'horizon 2045, on serait autour de 15 milliards d'euros. Bon, dont acte, on ne va pas du tout se lancer dans une polémique sur l'évaluation du besoin de financement. Nous, on le prend tel quel et on va faire la démonstration qu'on peut parfaitement satisfaire à ce besoin de financement. Donc le fait est que voilà, il y a un déficit, il s'agit de trouver des moyens de le résorber, mais on a des leviers, et notamment au niveau des recettes, pour financer tout ça. Oui, tout à fait. On a des leviers et on a décidé de faire chiffrer ces leviers par les moyens de l'administration qui sont mis à notre disposition dans le cadre de cette conférence sur les retraites. Ok. Alors, on va revenir sur la question des propositions de la CGT et sur nos solutions pour financer le système. Avant de ça, je voulais revenir sur quelques petits supports qu'ont produit l'UGICT récemment. Donc, vous avez des tracts qui ont été faits par la communication de l'UGICT sur la question des retraites et sur notamment la question des attaques qui sont faites par le patronat. Je voulais revenir un peu là-dessus parce que en tout bon concerteur et en tout bon partenaires sociaux, ils nous ont évidemment fait tout un tas de propositions. Ils ont essayé d'avancer des thématiques dans le débat public avant le début des concertations que je vous disais en introduction sur différents sujets. Je voudrais revenir sur ce premier tract qui nous parle d'une avancée, enfin d'une proposition qu'a avancé le patronat, c'est la question de l'allongement de la durée de cotisation. Donc si je résume un peu l'idée que vous avez présentée dans le tract, c'est que le gouvernement, le patronat, avec le gouvernement, on peut se dire qu'ils sont plutôt d'accord là-dessus, propose en gros de revenir sur un âge légal de départ à la retraite de 63 ans en contrepartie d'une augmentation de la durée de cotisation. Quelle est la position de la CGT vis-à-vis de cette proposition ? Alors déjà, il y a effectivement eu, avant même l'ouverture de cette conférence, la recherche entre le gouvernement et le MEDEF d'un point d'atterrissage pour cette conférence. Et
le point d'atterrissage qui est envisagé, ce serait, on renonce aux 64 ans, on établit l'âge d'ouverture du droit à retraite à 63 ans, non pas 62 ans, mais 63, et à contrepartie, on allonge encore plus la durée de cotisation exigée, autrement dit, la carrière, au lieu d'être de 43 ans exigée, elle passerait à 44 ans, et pourquoi pas plus. Alors, évidemment... ça veut dire que les gens ils peuvent partir à 63 ans, mais ils ont une décote en fait. Et ils auront une décote, une proratisation de leur pension. Ils pourront partir à 63 ans, mais avec une pension de retraite sévèrement amputée. Alors évidemment, c'est un piège, mais ça explique quand même que la Cour des comptes, en première intention, n'est pas chiffré le retour à 62 ans, mais simplement le retour à 63 ans. Et elle a également chiffré un recul à 65 ans de l'âge d'ouverture du droit à retraite. Donc, on voit bien quel est un peu quels sont les a priori du MEDEF et du gouvernement sur ces échanges, sur les travaux de cette conférence. Alors, peut-être pour revenir sur le deuxième tract que voici, je précise que ces magnifiques tracts faits par la communication de l'UGICT, vous les retrouverez sur le site internet de l'UGICT-CGT. Et ce sont des outils pour aller convaincre vos collègues déjà de se mobiliser sur la question des retraites et puis les informer de ce qui se passe dans ces concertations. Alors, sur ce deuxième tract, il y a la question, et là, pour le coup, on en a beaucoup entendu parler dans les médias ces derniers temps, de l'épargne retraite ou de la capitalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, la différence avec le système par répartition, et puis ce qu'en pense la CGT de cette idée d'une part de capitalisation? Si j'ai bien compris, ce n'est pas l'intégralité, ils ne sont pas fous jusqu'au point de proposer ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors d'abord, la différence entre répartition et capitalisation. Dans un système dit par répartition, le nôtre, les cotisations de l'année financent les pensions de l'année. Ça veut dire que le système est extrêmement sûr, tout simplement parce que l'argent ne transite pas par les marchés financiers et n'est donc pas exposé à la volatilité des marchés financiers. C'est un système qui est solidaire. Il y a une solidarité entre générations. Les générations actives financent les pensions des générations à la retraite. Et c'est un système qui comporte également une solidarité entre professions, tout simplement parce qu'il y a des métiers qui disparaissent. Si on prend par exemple le métier de mineur en France, il n'y a plus de mineurs en activité, que très très peu. Par contre, il y a beaucoup de mineurs retraités. Et s'il n'y avait pas une solidarité entre les professions et donc entre les régimes de retraite, eh bien aujourd'hui, les mineurs ne pourraient pas percevoir une pension de retraite. Donc l'idée sous-jacente, c'est qu'il y a des métiers qui disparaissent, les métiers des extractions minières en France, il y a des métiers qui apparaissent, tous ceux autour de la communication, tous ceux autour de l'intelligence artificielle. Eh bien, ceux-là vont apporter les ressources au financement de la retraite par répartition. Quant à l'assiette de financement de la répartition, elle est extrêmement solide parce que c'est la totalité de nos salaires, c'est-à-dire entre 60 et 65% du produit intérieur brut. Alors cette notion barbare, c'est simplement l'ensemble des richesses qui sont créées par notre travail. Voilà. Donc a priori, il y aura toujours des gens pour financer le système de retraite tant qu'il y aura des gens qui travaillent. Tant qu'il y a du travail, il y a rentrée de cotisation et le financement est assuré, ce qui explique que jamais, de par le monde dans l'histoire, un système par répartition ait fait faillite. En fait, pour que le système par répartition fasse faillite, il faudrait qu'il n'y ait plus de travail. Donc, hormis un État rasé par une explosion nucléaire, je ne vois pas ce qui pourrait amener à la faillite d'un système par répartition. La capitalisation, c'est une toute autre idée. Et c'est pas non plus exactement l'épargne. En capitalisation, on constitue un fonds et la rente est versée à partir des intérêts collectés par le biais du placement de ce fonds sur les marchés financiers.
C'est-à-dire que par conception, par structuration, la capitalisation est exposée au risque de volatilité des marchés financiers. Et cette exposition, on a vu ce que ça a donné aux États-Unis avec des fonds de pension qui ont fait purement et simplement faillite. Un fonds de pension qui fait faillite, ça veut dire que du jour au lendemain, les personnes qui percevaient une rente ne perçoivent plus rien. Et c'est comme ça qu'on a des mini-jobs qui se sont développés aux États-Unis avec des octogénaires qui s'inventent pour métier d'aller chercher un chariot, un caddie sur un supermarché pour le donner aux clients. Donc la capitalisation, sa particularité, c'est que les produits qui sont commercialisés, qui sont vendus par les AXA, Generali et autres grands groupes assurantiels, font peser le risque de perdre tout ou partie du capital sur le souscripteur du produit, c'est-à-dire sur le salarié. Évidemment, les organismes assurantiels ne portent pas eux-mêmes le risque, parce que s'ils portaient le risque, eh bien, ils s'exposeraient à un risque de faillite de leurs propres entreprises. Donc la question qu'on peut déjà se poser, c'est pourquoi les salariés devraient-ils choisir un système dans lequel les assureurs, les banquiers ne font pas eux-mêmes confiance. Ensuite, autre observation, la capitalisation, donc aucune certitude de récupérer son capital, mais de surcroît, ça coûte extrêmement cher. Alors, hier, le chiffre a été mentionné lors de la réunion de la délégation paritaire permanente. Si on devait aujourd'hui verser les 400 milliards d'euros de retraite sous forme de rente, il faudrait constituer un fonds qui serait doté de 12 000 milliards d'euros. Pour comprendre, pour 1 euro de rente, il faut capitaliser 30 euros. 12 000 milliards d'euros, je sais, ça n'a pas beaucoup de sens, mais pour mieux percevoir, ça veut dire 4 fois le produit intérieur brut national. Donc, c'est totalement absurde. C'est un placement... Enfin, si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous dit « Donnez-moi votre argent, je vais m'en occuper pendant 40 ans », vous ne pourrez pas en disposer parce que, grosso modo, l'argent est bloqué. Et puis, peut-être que dans 40 ans, je vous le rendrai, tout le monde lui rirait au nez. Tandis que là, du fait que c'est AXA, Generali, Allianz et autres grands groupes assurantiels qui le proposent, on accepte de faire une confiance aveugle. Alors, c'est un très mauvais choix. Alors, pour être hyper concret, prenons l'exemple d'un cadre dont le niveau de la pension par rapport au salaire de fin de carrière n'est plus de 75%, mais de 65%, il lui manque 10 points. Il lui manque 10 points. Eh bien, pour compenser ces 10 points, il faudrait qu'il cotise chaque année 1 mois de salaire pendant 30 ans. Bon, sauf que la réalité, malheureusement pour les cadres, c'est pas moins 10 points, c'est moins 20 points. Donc ça veut dire 2 mois de salaire chaque année pendant 30 ans. Dans un couple, on est 2. Pour le couple, ça fait 4 mois de salaire. Et comment on élève ses enfants et comment on vit. C'est un piège absolu. Et en fait, les seuls qui ont intérêt à développer la capitalisation, c'est pour ça, et le lobby est extrêmement puissant, ce sont les assureurs. Et de ce point de vue, ce n'est pas un hasard si la délégation patronale est conduite par Madame Deperroy, qui est du groupe AXA et qui développe l'assurance retraite collective au sein du groupe AXA. C'est pas un hasard si sur les négociations Agirc-Arrco que l'on a pu connaître par le passé, on a eu un Claude Tandil qui a dirigé Generali France pour discuter en fait de la réduction du niveau des pensions complémentaires. Puis il y a une question qui se pose, c'est que tu parlais de 12 000 milliards. Alors évidemment, c'est un chiffre complètement absurde qu'on a du mal à mesurer, mais est-ce qu'on a envie de confier 12 000 milliards d'euros à des entreprises privées? Parce que ça contribue aussi d'une certaine manière à une financiarisation de l'économie et à créer des monstres financiers qui sont parfois aussi puissants que des États.
Alors, ces monstres financiers prospèrent, il faut le garder à l'esprit, sur la destruction du travail. Parce qu'à un moment donné, pour dégager le niveau de profit dont ils ont besoin, des profits à 2 chiffres, c'est pas l'augmentation de la production qui va permettre de faire ça. Donc, ils tablent et sur l'augmentation de la production et sur la réduction de la masse salariale, c'est-à-dire sur l'augmentation du chômage. Et donc, c'est un contresens économique, c'est l'appauvrissement de la population retraitée, de la population active en arrière-plan. Et ça ne tient que parce que aujourd'hui, les sociétés d'assurance ont leur modèle économique, et ça c'est très très peu relayé dans la presse, qui est complètement compromis par le changement climatique. Et on voit déjà des sociétés d'assurance refuser d'assurer des collectivités locales, des municipalités, et se désengager de l'assurance des biens et des personnes. Et puis, si je comprends bien là-dessus, les personnes ont très peu de moyens de recours au final. Quand une assurance, par exemple, fait faillite et qu'elle refuse de payer les pensions avant sa liquidation, je crois même que c'est gravé, on parle de l'article 83 du Code général des impôts, ouais. C'est-à-dire qu'on sait combien on mise dans ces assurances, mais on ne sait absolument pas combien on récupère. Et même en tant que cotisant, on n'a aucune garantie légale de récupérer la somme qu'on a mis initialement. Absolument, parce qu'en vérité, il y a 2 types de produits assurantiels. Les produits dits à cotisation définie. Et alors ça, dans les contrats, il faut être très attentif à la fiche technique. En général, lorsqu'on va voir son banquier, son assureur, il présente des perspectives de gain. Une perspective, c'est une promesse qui n'engage que celui qui y croit, en l'occurrence le souscripteur. Mais en tout petit quelque part, il y a nécessairement écrit « produit à cotisation définie ». Le contrat, quel est-il ? C'est le souscripteur s'engage à verser chaque année une certaine somme, un certain pourcentage de son salaire, mais en retour, la société d'assurance ne s'engage à rien, pas même à lui rendre son capital. Et donc, il y a eu là-dessus des procès. Il y a un organisme qui s'appelait la CREF, qui est devenu COREM, qui est aujourd'hui l'Union mutualiste des retraités, qui est un fonds de pension à la française et à destination des fonctionnaires. Eh bien, on a vu, de mémoire au 1er janvier 2021, mais je ne suis plus trop sûre de l'année, l'ensemble des rentes diminué de 30%. Parce que les rendements des marchés financiers n'étaient pas suffisants, etc. Donc c'est une totale absurdité. Aller sur la capitalisation en tant que salarié, c'est se mettre la corde autour du cou et concourir à la financiarisation extrême des entreprises et de la société. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a déjà eu des histoires de faillite des marchés financiers. Il y a eu 2008, évidemment, mais il y a même eu déjà des systèmes de capitalisation qui ont fait faillite complètement. Oui, General Motors, WorldCom, Maxwell, ainsi de suite. Ces entreprises sont nombreuses. Et c'est elles qui géraient les pensions de leurs salariés. Voilà, c'est ça ? Mais ces entreprises proposaient des produits à prestations définies. Et c'est pour ça qu'elles ont fait faillite, c'est-à-dire qu'elles portaient elles-mêmes le risque de perte sur les marchés et elles se disaient on va compenser. Sauf que quand les pertes sur les marchés sont trop importantes, l'entreprise compense en faisant faillite. Alors c'est intéressant ce terme prestation définie, parce que je crois que c'est ce qui définit aussi le système, pour le coup, sécurité sociale de la retraite. Est-ce que tu peux nous expliquer comment sont calculées les retraites aujourd'hui dans nos systèmes actuels ? Alors, la notion de prestation définie est extrêmement importante. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'un jeune qui commence à travailler aujourd'hui doit savoir avec quoi il partira à la retraite concrètement, quel pourcentage de son salaire de fin de carrière il aura à la retraite. Alors, il y a 2 méthodes de calcul. Je vais commencer par le plus simple, c'est-à-dire les régimes de la fonction publique, où la pension est égale à 75%
du traitement indiciaire brut perçu pendant au moins 6 mois avant la liquidation. Attention, 75% du traitement indiciaire brut, ce n'est pas 75% de la rémunération, parce que les fonctionnaires, nombre d'agents de la fonction publique perçoivent des primes et ils ne cotisent pas pour leur retraite sur les primes. Si on prend un cadre avec un taux moyen de primes pour les fonctionnaires de 40%, ça veut dire que le cadre aura 75% de 60% de sa rémunération totale. Et on voit à partir de là que, contrairement à ce que l'on dit dans les médias, les fonctionnaires ne sont pas des nantis. Dans le secteur privé, on a 2 étages. Le régime de base de la sécurité sociale, qui donne 50% du salaire moyen des... Alors c'est plus compliqué, hein, 50% du salaire moyen des 25 meilleures années de carrière dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Autrement dit, si on a un salaire qui dépasse le plafond de la sécurité sociale, eh bien on ne se constitue de droit auprès du régime de base que sur la partie inférieure. Et au-dessus de ce plafond, on a les régimes complémentaires. Alors, régime complémentaire Agirc-Arrco. L'Agirc-Arrco intervient également pour compléter les 50% en dessous du plafond. Hein. Mais au-dessus du plafond, il n'y a que l'Agirc-Arrco. Et alors là, ce sont des systèmes par points. La cotisation est transformée à un certain nombre de points. Et puis, au moment de liquider sa retraite, on multiplie le nombre de points par la valeur de chaque point. Et là, tout de suite, les choses sont beaucoup plus compliquées, puisque le résultat de cette opération dépend de comment on fait évoluer le prix d'achat du point, qui permet de transformer la cotisation en nombre de points, et comment on fait évoluer la valeur dite de service de ce point. Alors, c'est un mécanisme peu lisible, et en réalité, tous les mécanismes actuellement à l'œuvre sont peu lisibles. C'est pour ça qu'à la CGT, on propose une grande simplification dont le principe est que la pension devrait représenter 75% du salaire moyen des 10 meilleures années de carrière dans le secteur privé. Alors pourquoi les 10 meilleures ? Parce que les fins de carrière peuvent être très complexes, très difficiles, il peut y avoir des aléas, on peut être licencié, etc. Tandis que dans le secteur public, où il y a la garantie de l'emploi, les dernières années de carrière, elles, sont toujours meilleures jusqu'à présent et jusqu'à nouvel ordre que les premières. Donc on peut prendre pour référence les 6 derniers mois dans la fonction publique. Ok, très bien. Alors, peut-être pour partir sur une dernière attaque que j'ai pu lire ici et là, c'est la question de la baisse des pensions. Justement, on parlait à l'instant des cadres, de la baisse des pensions, mais que pour une partie des ayants droit, c'est-à-dire les salaires au-dessus de 2 000 €. J'ai vu ce chiffre-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et qui est-ce que ça va toucher surtout et qu'est-ce qu'en pense la CGT ? En gros, l'idée de dire on déshabille quelques Paul pour rhabiller des Jacques. Oui, c'est ça. Alors, grosso modo, ceux qui sont visés par une telle mesure, ce sont les personnels d'encadrement, ceux que notre Union générale des ingénieurs cadres techniciens défend plus particulièrement. Ça ne veut pas dire que tous les cadres ont des salaires supérieurs à 2 000 €. Hein. Faut pas se... je confirme. Loin de là, voilà. Soyons très clairs là-dessus. Et l'idée, c'est de dire, puisque le gouvernement et le MEDEF sont d'accord pour ne pas augmenter le levier des cotisations, le levier des ressources, il n'y a pas que les cotisations pour améliorer le financement des retraites, on y viendra. Il n'y a pas d'autre choix que d'arbitrer au sein du salariat, c'est ce que nous appelons le partage de la pénurie. On va déshabiller effectivement Pierre pour habiller Paul. Et ça, c'est une idée absolument catastrophique, parce que dans un système qui repose sur la solidarité, il ne peut pas y avoir des gagnants et des perdants. Parce que les perdants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se désolidariser du financement de la retraite par répartition, puisqu'ils devront, eux, cotiser 2 fois. On leur diminue la pension en répartition et on ne leur donne pas
d'autre choix que d'épargner pour leurs vieux jours, comme on le faisait avant la création de la sécurité sociale. Eh bien, ils ne pourront pas faire les deux. Et donc, chaque fois qu'on développe la soi-disant dose de capitalisation, on prive de ressources la répartition et on met l'édifice en danger. Et oui, et en plus, dans cette distinction du salariat, elle a de moins en moins de sens, parce que les ingénieurs, cadres et techniciennes, c'est maintenant 50% du salariat. C'est 51% du 51, salariat. Oui. Donc, en fait, ce qui nous explique, c'est qu'ils vont déshabiller 51% du salariat au profit de 49% du salariat. Mais cela n'a pas de sens. Dans sa conception même, la retraite par répartition a été pensée pour garantir, lors du passage de l'activité à la retraite, la continuité du meilleur niveau de vie procuré par le salaire au cours de sa carrière. C'est pour ça qu'on prend les meilleures années. Donc, c'est pas... Et la garantie est la même pour tout le monde. Et c'est ce qui fait que tout le monde accepte de financer ce système. Et c'est ce qui fait qu'à la CGT, on organise toutes les catégories de salariés, les ingé cadres et tech, et évidemment les ouvriers employés. Justement, j'en viens à la CGT. Vous avez formulé des propositions, et notamment là, la première bataille, si j'ai bien compris, c'était pour mettre au début de l'agenda des discussions la question des recettes. Alors, comment concrètement, Sylvie Durand, comment on finance notre système de retraite par répartition? Quelles sont les solutions de la CGT? Eh bien, déjà, la première bataille que l'on souhaite mener est celle de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Actuellement, notre système de protection sociale et donc notre système de retraite est malade de ces inégalités, de l'ordre sur les temps pleins de 14%, sur les temps pleins de travail, à peu près le double si on prend en compte les temps partiels. Et évidemment, si les femmes gagnent 14% en moyenne de salaire en moins que les hommes, ben, ça veut dire que ce sont des cotisations qui manquent au financement des retraites. Le constat de la situation est fait depuis fort longtemps. On nous explique de manière récurrente que l'égalité, au rythme où ça avance actuellement, ne sera pas une réalité avant 70 ans. Donc nous, on pense qu'il faut prendre vraiment des mesures incitatives pour les entreprises. Et donc, on a développé une proposition de contribution en faveur de l'égalité salariale femmes-hommes. Le principe, c'est que la contribution est appelée au taux national de 1%, mais elle est modulée entreprise par entreprise en fonction de l'ampleur des inégalités. Autrement dit, les entreprises où les inégalités sont les plus fortes verseront plus de 1% de leur masse salariale, alors que celles où les inégalités sont moindres verseront moins de 1%. Mais le résultat au plan national, c'est quand même 1% de la masse salariale nationale, et elle est dégressive, car on compte bien qu'avec cette incitation, les entreprises vont s'employer à réduire l'ampleur des inégalités, si bien que cette contribution court à son extinction. Elle n'aura plus de raison d'être sitôt l'égalité salariale femmes-hommes acquise. Et en fait, souvent sur les inégalités femmes-hommes, on a des gouvernements qui demandent aux entreprises de faire un effort, mais là, vous proposez concrètement un outil coercitif en quelque sorte. Oui. Qui les pousse et les oblige à ça, quoi. Oui, parce que le temps des recommandations, ça fait 30 ans que les gouvernements recommandent aux entreprises de réduire les inégalités femmes-hommes. Ça fait 30 ans qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc bon, on ne va pas continuer encore comme ça pendant 30 ans. C'est sûr. Et alors ça, c'est combien de milliards? Alors ça, on va le faire chiffrer très précisément. D'après nos propres estimations, c'est autour d'un gain de 6 milliards par an. Ah oui. Donc déjà, quasiment le niveau de l'échéance 2030, déjà là, on a rempli le besoin de financement. Ensuite, il y a une proposition d'élargissement de l'assiette des cotisations. Actuellement, il y a des parts de rémunération qui ne sont pas assujettis à cotisation, c'est notamment l'intéressement et la participation.
il n'y a pas de raison que les salariés ne cotisent pas sur l'ensemble de leur rémunération. Donc ça aussi, on le fait chiffrer. Je n'avancerai pas de chiffres maintenant parce que on va avoir les travaux de la délégation paritaire permanente qui vont nous permettre de dire combien ça rapporte. Et puis, comme autre source de revenus, alors là, extrêmement importante, il y a les revenus financiers des entreprises. Ce que l'on entend par revenus financiers des entreprises, c'est non seulement les dividendes, mais également les intérêts de l'ensemble de leurs placements. Alors cette masse financière est colossale. Quand on exploite les comptes de la nation, on constate qu'elle s'établit à 613 milliards d'euros. 613 milliards d'euros. Donc si on n'en prend que 10%, on se trouve immédiatement à 64 milliards d'euros. Or, ces chiffres, on va demander également à la délégation paritaire permanente et aux administrations qui travaillent en amont de nous les chiffrer. Donc, on voit que non, il n'y a pas de problème de financement, il y a surtout le problème du lobbying des sociétés d'assurance qui veulent se reconvertir dans des opérations plus lucratives que l'assurance des biens et des personnes. Et par ailleurs, on voit que la question des retraites, c'est vraiment un croisement aussi sur d'autres questions comme les salaires. Tu parlais de l'intéressement. Ça fait des années que le patronat pousse pour payer les salariés plutôt à ce genre de primes qui changent d'une année sur l'autre, où il a des marges de manœuvre sur les fluctuations, enfin sur les fluctuations du niveau des primes. Alors que le salaire, pour le coup, une fois que c'est gravé dans le marbre, il ne peut pas diminuer d'une année sur l'autre. Et effectivement, même s'il y a certaines fédérations professionnelles qui tentent de battre en brèche ce principe, je pense à la fédération, à l'UMM, hein, l'Union des industries minières et métallurgiques, où le patronat a développé une nouvelle convention collective dont le fonctionnement permettrait de faire baisser les salaires, ce qui serait absolument catastrophique. Donc, augmenter les salaires, pas les actionnaires, pour financer la retraite, si j'ai bien compris. Absolument. Alors, du coup, il y a une autre question dans la partie revendicative, notamment avancée par d'autres organisations syndicales. C'est un peu la prise en compte de la pénibilité pour les salariés. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et notamment pour nous, particulièrement les ingénieurs cadres et techniciens agents de maîtrise, souvent quand on parle de pénibilité, les professions intermédiaires, notamment les infirmiers, infirmières par exemple, on ne pense pas à ces professions-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, c'est quoi l'enjeu pour vous, la prise en compte de la pénibilité? Quelle est votre analyse? Alors oui, d'abord on pousse beaucoup au travail sur la pénibilité. Alors que la partie employeur, elle réfléchit, enfin, elle ne veut pas entendre parler de pénibilité et pas tellement non plus d'usure professionnelle. Il y a une différence, hein. L'usure professionnelle, ce sont les dommages causés par les conditions de travail pénibles. Et nous, bien évidemment, on veut intervenir en amont de l'usure dans le cadre de la prévention, premier volet. Et là, en matière de prévention, tout ce qui a été mis en place depuis une quinzaine d'années s'avère totalement inopérant. Et puis ensuite, il y a la réparation qui, pour nous, doit consister en des départs anticipés. Et ces départs anticipés, pour un certain nombre de professions, hein, on considère que ça doit démarrer à 55 ans. C'est pour ça notamment qu'il y avait des régimes spéciaux qui ont été largement attaqués ces dernières années. Ouais. C'est parce que c'était des métiers très pénibles. Dans des métiers extrêmement pénibles. D'ailleurs, du coup, ces régimes-là, sauf erreur de ma part, mais c'est l'ouverture du droit à retraite anticipé n'est plus à 55 ans, mais à 57 ans. Alors, ce qui est souvent pris en compte sur la pénibilité, c'est la pénibilité physique. Le port de charge, les ouvriers qui travaillent sur la voirie, etc., etc. Il n'y a pas que cette pénibilité-là. Il y a d'autres pénibilités qui
se font jour avec l'augmentation de la charge de travail, de la pression psychologique sur le travail, sur les résultats. Et là, ça concerne directement les ingénieurs, cadres, techniciens. Pénibilité d'horaire de travail à rallonge. 47 heures de travail hebdomadaire, c'est la moyenne dans notre composante professionnelle. Hein. Et malheureusement, ça, c'est un aspect de la question qui est très, très peu documenté. Autant les pénibilités physiques sont documentées, autant la charge mentale, ce que ça peut générer comme trouble de la santé est très peu documenté, sauf au Japon, où ils nous ont en quelque sorte devancé pour le pire, les burn-out, les AVC, etc. Donc on va demander à ce que ce sujet-là soit véritablement documenté, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le volet obscur de la question de la pénibilité. De manière générale, les risques psychosociaux en France sont très peu reconnus. Tu as parlé de la surcharge, du burn-out, ce genre de choses-là. Du coup, peut-être une dernière partie, parce que là, l'heure tourne, pour parler un peu de stratégie syndicale. Donc, la CGT fait partie prenante de ces concertations. On a une personne dans le chat qui nous disait pourquoi le gouvernement et patronat refusent d'augmenter les ressources, les recettes. Comment on fait aujourd'hui pour inverser le rapport de force et puis faire en sorte que on soit entendu sur cette question-là? Alors, pourquoi le gouvernement et le patronat refusent d'augmenter les recettes ? Le patronat s'y refuse tout simplement parce que tout ce qui va... Alors, la recette, c'est essentiellement la cotisation. Hein. Et nous, on défend d'ailleurs, une fois qu'on aura mis en place toutes les mesures que j'ai précédemment citées, hein, la contribution en faveur de l'égalité salariale femmes-hommes, l'élargissement de l'assiette de cotisation, la mise à contribution des revenus financiers, hein, je rappelle, selon la méthode de calcul, entre 10 et 64 milliards d'euros. Tout ça, c'est autant de moins pour la rémunération des actionnaires des entreprises. Il ne faut pas oublier que tous les échanges sont pilotés par le MEDEF, c'est-à-dire par le CAC 40 en quelque sorte. Hein. Et le gouvernement, lui, prend clairement position pour les acteurs du CAC 40 dans cette affaire. Donc, il considère que l'on ne peut pas augmenter le niveau des ressources. Même mieux, le MEDEF se permet de dire ce n'est possible ni pour les salariés, ni pour les employeurs. Alors, là, on a envie de lui dire, mais de quoi vous vous mêlez? Parce que nous, on a des sondages faits par Via Voice qui montrent que les salariés sont tout à fait disposés à avoir une augmentation des cotisations et singulièrement de la part dite patronale de la cotisation, celle que l'on peut augmenter sans réduire le salaire net versé. Il suffit d'augmenter les salaires de quelques pourcentages, je crois, pour simplement augmenter ce taux de... Et il faut se souvenir que après-guerre, jusqu'aux années 76, à peu près, on a augmenté chaque année, hein, les cotisations de 0,4 points de pourcentage. Ça veut dire, et y compris dans la période des deux chocs pétroliers du début des années 70. Donc c'était un choix politique. Et ça n'a pas empêché le pouvoir d'achat des salaires d'augmenter. On pourrait très bien le faire aujourd'hui. Une augmentation du même ordre, on a demandé le chiffrage d'ailleurs, n'empêcherait pas le pouvoir d'achat des salaires d'augmenter. Certes, il augmenterait moins vite, mais il augmenterait quand même. Si je ne dis pas de bêtises, le poids des organisations syndicales dans la gestion de la sécurité sociale était beaucoup plus important à cette époque. Absolument. Ce n'était pas forcément au Parlement que ça se décidait. Bien sûr. Et justement, en parlant du Parlement, il y a quand même une particularité avec la réforme des 64 ans, c'est qu'elle n'a pas été votée au Parlement. Une des revendications de la CGT, tu peux peut-être revenir là-dessus, c'est qu'après cette concertation, il y ait un vote. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, absolument. Il n'est pas du tout question que la démocratie sociale se substitue à la démocratie parlementaire. Et
il faut que tous les représentants de la nation puissent s'exprimer sur le sujet. Et effectivement, l'adoption de la réforme de 2023 s'est faite au 49-3. Hein. Donc, on a totalement évacué tout débat pour passer en force. Et ça, ce n'est pas un principe démocratique acceptable. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas cessé de plaider pour la réouverture de négociations, enfin de discussions, pardon, pas de négociations, de discussions sur les retraites, et que l'on considère que cette conférence est l'occasion de remettre à l'ordre du jour la question des retraites et le débat sur l'abrogation des 62 ans. Parce qu'en plus de ça, il y a une opposition ultra majoritaire dans la population à cette réforme. Je crois que c'est 90% des actifs. Puis surtout, on a fait en 2023, alors ceux qui nous regardent y étaient sûrement, nous on y était en tout cas, on a fait des mobilisations monstres avec des manifestations à plusieurs millions de personnes. Oui, oui. D'ailleurs, la CPME s'est exprimée hier en tirant un petit enseignement de ces manifestations et en nous expliquant qu'il fallait en finir avec les psychodrames tous les 5 ans et qu'il fallait mettre en place un mécanisme d'équilibrage automatique du système des retraites. Alors le mécanisme d'équilibrage, on sait ce que c'est, il existe en Suède. Vers la baisse, j'imagine, pas vers la hausse des pensions. Et exactement, on bloque les ressources définitivement, hein, c'est le système des comptes notionnels suédois, et tous les ajustements se font à la baisse des pensions. Eh bien, c'est une vision très démocratique des choses. Peut-être pour finir sur un dernier mot, donc là, dans les concertations, la CGT porte une voix assez singulière, la voix de l'abrogation de la réforme des retraites de 2023. Quelles sont les lignes rouges de la CGT? Qu'est-ce qu'on fait, donc qu'est-ce qu'on revendique dans ces concertations et qu'est-ce qu'on serait prêt à ne pas suivre? Ce que l'on revendique, c'est clairement le retour aux 62 ans, conjugué avec une amélioration du niveau des pensions. On le revendique parce qu'on sait qu'on peut le financer. Ça, c'est la première étape. Et le retour aux 62 ans, c'est le premier pas vers le rétablissement d'un droit à retraite à 60 ans. Encore une fois, dans une économie où l'intelligence artificielle, la robotique vont détruire une quantité d'emplois phénoménale, il n'y a pas de raison de travailler plus longtemps dans sa vie, de même qu'il n'y a pas de raison de travailler plus longtemps chaque semaine. Voilà. Et donc, ligne rouge, ça serait ne pas rétablir le droit à retraite à 62 ans, très clairement. On n'ira pas sur des propositions qui entérinent un 63 ans, et encore moins un 64 ans. Très bien. Alors, c'était le mot de la fin. Donc, l'idée de ce Twitch, c'est que on va le faire chaque semaine. Donc là, on n'est pas entré vraiment au cœur des concertations, tout simplement parce qu'elles ont commencé hier. Hein. Donc, il y a juste eu les interventions liminaires le matin et je crois l'agenda l'après-midi. Tu en parlais tout à l'heure. Tout était l'après-midi. Ah, pardon, tout était l'après-midi. Bon, tant mieux. Ça fait des grasses maths. Donc l'idée quand même est de faire un Twitch par semaine où tu vas pouvoir nous expliquer un peu le cœur de la concertation et on fera sûrement ça à 18h plutôt les prochaines fois. On s'était dit qu'éventuellement voilà, ça serait plus simple. C'est pas exclu, en fait, c'est l'audience qui nous dira ce qu'il est le plus opportun de faire, sachant que pour ma part, je me tiens à disposition de l'information des salariés qui ont droit à autre chose que le huis clos d'un conclave. Bien sûr, c'est ça le but. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous préférez. Nous, on partirait sur 18h la prochaine fois. Petit mot quand même aussi pour remercier Stéphane Dujardin pour le support technique, aux équipes de la communication de l'UGICT, à vous qui avez commenté dans le chat, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Twitch, mais aussi à notre chaîne YouTube si vous nous regardez en différé. Pour rappel, nous ne dépendons ni de vos dons ni de la pub, alors si vous voulez nous soutenir et soutenir cette émission, syndiquez-vous.